Alors, au cours de cette séquence, on va parler des politiques publiques de relance, des nouvelles du réseau des pionniers des alliances en territoire et nous allons parler également de la prime à l'alliance et l'émergence de nouveaux espaces de dialogue. Alors, pour animer ces débats, je me retourne vers vous, Charles Benoît, et je vous laisse vous présenter vos invités. Bonjour à tous. Alors effectivement, nous avons vu ce matin à quel point la reconnaissance du jouet collectif avait largement avancé depuis un an. Nous avons fait le point sur la façon dont associations, entreprises, élus locaux, fondations, académiques s'étaient mis en marche vers cette dynamique finalement de jouet collectif. Et le récit de Stéphane Rosès nous a indiqué quelles étaient les voies finalement pour faire entendre et peut-être pour travailler ensemble d'un point de vue national. Il nous a donc semblé extrêmement important d'écouter les acteurs nationaux qui peuvent finalement témoigner de ce qui a pu être mis en place depuis un an. Et nous aurons le plaisir d'écouter le préfet Jérôme Guton sur les contrats de relance et de transition écologique, les deux coprésidentes du réseau des pionniers des alliances en territoire, Frédéric Marquet et Delphine Van de Voorde, d'entendre le directeur de Total Energy Foundation sur le fonds ODD 17 et Jean-Paul Delevoye sur la fondation des territoires. Effectivement, le premier élément peut-être que nous pouvons constater en lisant la circulaire du 20 novembre 2020 du Premier ministre est l'importance donnée au territoire et l'importance de créer un projet de territoire pour pouvoir faire des contrats de relance et de transition écologique. Et donc, je me tourne vers vous, monsieur le préfet, Jérôme Guton. Vous êtes directeur général adjoint de l'ANCT et délégué au CRTE. Quels sont finalement les enjeux de ces contrats de relance et de transition écologique ? L'enjeu principal, c'est bien sûr la cohésion territoriale et la territorialisation du plan de relance. Sous la double houlette de la relance, souvenez-vous le discours du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 3 septembre de l'année dernière, et puis la transition écologique dont l'importance aujourd'hui éclate au grand jour, je pense, pour la plupart des consciences. Donc c'est sous cette double houlette que les contrats de relance et de transition écologique sont lancés, avec une feuille de route, qui est une circulaire du Premier ministre du 20 novembre, qui capitalise en fait toutes les ressources de la contractualisation, de la démarche de contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales, mais aussi au-delà, sur l'ensemble du territoire depuis 30 ans. On voit que dans cette circulaire, deux échelons quelque part territoriaux, à la fois un regroupement des territoires entre eux pour faire projet de territoire et cette dynamique régionale qui sont complémentaires et au cœur de cette circulaire. Aujourd'hui, finalement, où en sommes-nous de cette mise en œuvre de cette dynamique ? Vous trouverez la carte des territoires sur le site internet de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Une carte avec 843 périmètres qui couvrent l'ensemble du territoire national, à la fois en métropole et outre-mer. Nous avions déjà connu des contrats auparavant, des démarches contractuelles, soit des contrats de ville, soit des contrats de ruralité, mais qui n'étaient pas proposés à tous. L'une des innovations de cette démarche, c'est qu'elle est proposée à tout le monde et que, compte tenu sans doute des impératifs de la relance, des enjeux de la crise sanitaire, de la crise économique, voire de la crise sociale qui pourrait en découler, assez naturellement, tous les territoires ont souhaité s'embarquer dans cette démarche. Et ils sont en cours de signature, les contrats sont en cours de signature, mais finalement, est-ce qu'il y a des enseignements qui ressortent de ce cheminement depuis le 20 novembre ? Qu'est-ce que vous en retirez finalement peut-être de significatif et peut-être d'un peu différent par rapport à ce que nous avions pu connaître auparavant ? Oui, les premiers contrats sont en cours de signature. On aura sans doute une centaine de contrats de relance et de transition écologique signés au cours du mois de septembre. L'automne verra la plupart des signatures et les dernières retardataires sans doute avant le 31 décembre. Mais ce qui est important de constater, c'est que l'ensemble des sujets
importants pour les territoires sont traités par, du fait même des projets élaborés par les élus et leurs collaborateurs, en liaison bien sûr avec les services de l'État, mais en liaison aussi avec d'autres collectivités, je pense aux régions et aux départements, qui malgré les échéances électorales récentes ont souhaité garder le contact tout le temps avec les porteurs de projets. Et le cas échéant, ça peut être vrai d'associations ou d'entreprises qui peuvent partager un projet avec les élus du territoire et le mettre en œuvre ensuite dans le cadre de ces contrats. Alors effectivement, peut-être faut-il rappeler pour nos auditeurs que les territoires étaient invités, après s'être regroupés finalement par zone de projet, où un projet pouvait être cohérent, à pouvoir élaborer un projet de territoire pour ensuite contractualiser entre le territoire et l'État. Nous avons eu ce matin un témoignage de la NPP nous disant à quel point finalement cette élaboration des projets de territoire était une dynamique finalement qui ne faisait que commencer, le contrat venant finalement acté de ce début de mandat. Est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement cette élaboration de projet de territoire est aujourd'hui quelque chose qui va s'élargir à la fois entre territoires bien sûr, mais aussi avec les acteurs de la société civile et les entreprises, les acteurs académiques plus largement que ce que nous avons pu connaître dans le temps? Oui, vous soulevez beaucoup de questions en même temps. La première chose que je souhaitais dire, c'est qu'un certain nombre de territoires avaient déjà, bien entendu, des projets, des éléments diagnostiques, des éléments de stratégie, comme d'ailleurs la loi les y encourage depuis déjà un certain temps. Tous désormais auront, j'ai envie de dire déjà, leur propre documentation stratégique, leur diagnostic, mais tous auront leur projet désormais. L'ensemble du territoire national sera couvert et dans une forme assez proche. Bien sûr, ça n'empêche pas la singularité de chacun des projets. C'est encore un peu tôt, puisqu'on ne connaît actuellement que une centaine de premiers projets beaucoup plus aboutis que les autres au point d'être signés ou en cours de signature. C'est encore un peu tôt pour dire si les premiers documents auront bien associé des partenaires au-delà des interlocuteurs habituels des contractualisations de l'État. Ça peut être déjà le cas pour un certain nombre de projets. Le Premier ministre a encouragé les acteurs à élargir le tour de table. Et le cas échéant, si le contexte sanitaire n'a pas facilité l'association de tous et la participation de tous au cours des derniers mois, il offre la possibilité de remettre l'ouvrage sur le métier au cours de l'année qui vient, sachant que le contexte est forcément très évolutif, pour modifier, ne serait que par avenant, le contrat, pour l'enrichir avec un certain nombre de projets qui ne seraient pas tout à fait prêts au moment de la première signature, ou avec d'autres acteurs. Je pense notamment aux associations, aux entreprises ou à certains établissements publics. Merci, on voit très bien en fait ce que finalement les territoires qui ont lancé leur projet indiquent bien, c'est que cette contractualisation, elle permet finalement d'aller plus loin, mais elle est au début finalement d'un mandat qui n'a qu'un an pour les élus territoriaux et finalement qui s'inscrit bien dans ce que nous disaient les élus ce matin à travers l'étude Impact qui a été publiée, où finalement cette question du jouet collectif est bien au cœur des mandats des élus locaux et finalement cette contractualisation vient aider à en avoir les moyens et les dynamiques. Alors je me tourne vers vous Frédéric Marquet parce que finalement s'il y a bien des acteurs qui peuvent aider les élus locaux dans cette dynamique-là et à pouvoir élaborer les projets de territoire, eh bien ce sont les fameux catalyseurs territoriaux dont vous êtes l'une des co-présidentes
Et l'année dernière, lors de notre 6e rencontre, on se souviendra sans doute qu'elle était, et pour cause, autour de la question des outils numériques au service des territoires. Quelles ont été les avancées finalement de ce sujet-là? Parce que nous venons de voir avec le préfet Guthon finalement les avancées en termes de contractualisation d'État. Et quels ont été du côté des outils digitaux finalement ce qui a pu être mis en place pour aider les territoires à élaborer leurs projets? L'année dernière, lors de notre 6e rencontre, nous avions identifié 4 besoins. Le premier, c'était un besoin de visibilité. Les catalyseurs territoriaux avaient besoin d'être vus, d'être identifiés à l'échelle de la France. Et depuis, donc, le site internet du réseau existe dorénavant, avec un outil, une carte, qui a été présentée entre midi et 2, qui est issue d'un partenariat avec l'entreprise AICO et qui permet en fait de cartographier les 350 catalyseurs à l'échelle de la France et de voir un peu ce sur quoi ils travaillent. Donc surtout que personne n'hésite à aller consulter cette carte pour voir s'il y a un catalyseur près de chez lui qui peut permettre d'accélérer les alliances ou de les mettre en place. Donc ça, c'était un besoin de visibilité. Le deuxième besoin, c'était un besoin plus de l'ordre de la pédagogie, de comment animer son territoire. Et donc, la plateforme pédagogique qui existe déjà depuis 2018, l'innovation territoriale en action, s'enrichit au fil des expériences et présente donc des cycles de webinaires, des outils numériques qui peuvent servir donc aux catalyseurs pour animer leur propre territoire. Enfin, ce qui avait été identifié, c'était un besoin de partager. Donc au-delà de voir, d'avoir de la visibilité, de pouvoir animer son territoire, c'était de pouvoir partager des éléments entre pairs. Et donc nous avons tissé un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Idealco et créé la 41e communauté des métiers des catalyseurs. Ce qui permettait aussi de reconnaître le catalyseur comme dans sa compétence et sa valeur ajoutée sur le territoire. Et enfin, donc le dernier besoin identifié était plutôt de l'ordre de la capitalisation. Et ce matin, on a pu donc voir les premiers prémices de cette possibilité, enfin de cette solution apportée, grâce à la plateforme ODD 17, à laquelle le réseau des pionniers des alliances en territoire va contribuer de manière, donc une sorte de pot commun où chacun peut aller puiser un peu des ressources avec des référentiels donc communs pour définir son propre parcours d'usage. Et donc le réseau s'engage à définir le sien d'ici la fin de l'année. Alors, Delphine van der Voort, nous sommes au plein cœur des territoires, donc je me tourne vers vous qui êtes dans votre nord traditionnel, puisque vous dirigez la Fondation de Lille, au-delà d'être coprésidente du réseau des pionniers des alliances en territoire. L'année dernière, les pionniers avaient souhaité faire une lettre aux élus locaux pour justement leur donner à voir, tel que Frédéric Marquet vient de nous le rappeler, l'ensemble des données, outils, compétences disponibles pour les aider justement dans cette relance. On n'avait pas encore, puisque c'était en juillet dernier, nous n'avions pas encore le contrat de relance et de transition écologique, mais déjà les 350 catalyseurs territoriaux s'étaient mis à disposition finalement de leur territoire pour aider à contribuer à cette dynamique à la fois de sortir plus rapidement de la situation de crise et puis plus structurellement de réussir l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Cette reconnaissance, finalement, comment a-t-elle évolué depuis un an? Je crois que la mission ministérielle... Je crois savoir que la mission ministérielle sur l'accélération des alliances entre associations, entreprises et collectivités y a un tout petit peu contribué. En tous les cas, je crois que Cathy Racon-Bozon, la députée, et moi-même avons un tout petit peu agi pour cela. Mais plus sérieusement, qu'est-ce que vous constatez sur ce rôle et cette reconnaissance du rôle de ces catalyseurs territoriaux, de ceux qui créent du lien localement pour rassembler autour d'un même projet collectivités territoriales, associations, entreprises, acteurs académiques, en lien bien évidemment avec les collectivités territoriales sur lesquelles elles sont implantées? Merci Charles Benoît. Alors avant tout, je voudrais rappeler le rôle d'un catalyseur. Le catalyseur doit être structurant pour fluidifier les relations entre les différents acteurs territoriaux et les écosystèmes.
Et comme le disait Frédéric Marquet, le catalyseur est un maillon polyglotte, c'est un facilitateur, un tiers de confiance au service de son territoire. Et les catalyseurs sont générateurs de valeur, et cette valeur commence à être identifiée et reconnue. Alors depuis un an, il y a d'abord eu une reconnaissance importante, qui est la reconnaissance institutionnelle de l'utilité des catalyseurs territoriaux, et c'est une grande avancée. On peut citer 2 événements. D'abord, la mission ministérielle à laquelle vous faisiez référence a été très importante, puisque parmi les 21 mesures identifiées, il est clairement apparu la nécessité de soutenir, mais aussi de renforcer l'ingénierie territoriale. Rappelons également que cette reconnaissance institutionnelle avait été mise en avant lors de la 6e rencontre des pionniers, il y a tout juste un an, c'était le 8 juillet 2020, puisque la ministre de la Cohésion des Territoires, la NCT et la Banque des Territoires ont témoigné de cette valeur et ont reconnu le rôle des catalyseurs. Alors, parlons maintenant des acteurs de terrain. On peut constater qu'il y a de plus en plus d'acteurs de profils différents qui se reconnaissent derrière le qualificatif de catalyseur territorial. De nombreux témoignages illustrent cette diversité. Citons le PTCE Les Mureaux, le réseau Alliance, la Fondation de Lille, le territoire Paris-Est, Marne-les-Bois, et il y en a bien d'autres. Et nous pouvons constater qu'une véritable communauté est en train de se créer. Alors Frédéric parlait également de la communauté de métiers créée par et avec Idealco, et c'est une opportunité évidemment très intéressante pour créer des passerelles entre la communauté des catalyseurs et les autres communautés. On peut citer l'exemple, les catalyseurs ont été présentés lors de l'événement Ruralité & Co, organisé par Idealco, qui a réuni les communautés de développement économique et de transition écologique. Voilà, ce sont quelques exemples institutionnels et opérationnels qui illustrent les avancées en un an. Alors il y en a d'autres, et notamment celui de soutenir financièrement l'ingénierie territoriale. C'est une préoccupation que j'ai d'ailleurs entendue ce matin dans certaines interventions, et c'est une question cruciale pour assurer le développement des catalyseurs, le déploiement et la pérennité de cette ingénierie. Alors, merci, chère Delphine, vous me tendez une perche pour pouvoir me tourner très facilement vers Bruno Courme. Vous êtes directeur de Total Energy Foundation et vous êtes cofondateur du fonds ODD17. Nous venons de l'entendre, la question finalement du financement de cette ingénierie de l'Alliance, ce qu'on a appelé la 3e ingénierie. On connaît bien l'ingénierie de gestion d'un territoire, on connaît bien le management de projets territorial, et finalement cette ingénierie du lien est apparue depuis une décennie comme un élément nouveau et structurant dans cette fameuse économie de l'Alliance qui est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Et vous avez décidé de lancer une expérimentation durant 2 ans pour financer cette ingénierie de l'Alliance. Que pouvez-vous nous en dire? Nous avions eu l'occasion de le lancer le 23 novembre dernier. Et finalement, depuis lors, que s'est-il passé? Qu'avez-vous à nous donner comme bonne nouvelle? Ce qui est à l'origine de ce fonds, alors je suis sûr que vous le savez, mais ça a peut-être un intérêt. Donc dire que c'est une collaboration entre le Rameau et la Fondation Total Energy qui provient d'une conviction partagée qu'investir dans l'ingénierie ou les ingénieries, c'est un levier pour développer les alliances en faveur de l'intérêt général. Donc c'est cette fameuse prime à l'alliance dont vous parlez. Alors c'est peut-être une évidence pour le Rameau, peut-être un mot pourquoi Total Energy, ou au moins la Fondation Total Energy. Alors le jouet collectif, c'est dans notre ADN. Historiquement, déjà, notre industrie est habituée à travailler collectivement. On ne le sait peut-être pas beaucoup, mais pour partager les risques, c'est quelque chose que nous faisons largement. Et notre fondation elle-même s'en est inspirée. On a beaucoup appris à travers des expérimentations comme le Fonds Éducation Jeunesse, plus tard la Fondation La France s'engage, ou encore en soutenant des initiatives ou des projets comme les écoles de production qui se basent autour d'un tissu, d'un réseau d'acteurs locaux pour se développer. Donc c'est cette démarche du faire ensemble qui fait qu'aujourd'hui on essaie de se positionner comme accompagnateur plutôt qu'en financeur, et parfois même comme opérateur dans certains cas, comme avec l'Industrie, qui est un projet dont j'aurais plaisir à vous parler, mais qui n'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. Alors c'est pour ça qu'on a vu ce fonds avec le Rameau comme un projet de co-construction. Alors, qui faisons-nous quand même pour répondre à votre question? Le fonds il est articulé autour de 3 volets. Donc un premier volet qui est destiné à la capitalisation. Donc en fait, c'est de parachever ce que le Rameau avait commencé, donc la mise à disposition d'une base de connaissances partagées sur les alliances d'intérêt général. Donc d'abord sur les pratiques des organisations, donc c'est en soutenant l'Observatoire des partenariats.
C'est à travers l'accès aux données. Je crois que la plateforme ODD 17 a été abondamment citée. Donc voilà, c'était aussi en contribuant à la mise en place de tels outils. Et puis enfin, c'est sur l'aspect compétences, monter en compétences en donnant accès à des formations, ou en aidant à développer des formations, par exemple sur les modèles socio-économiques d'intérêt général. Donc ça, c'était le premier volet sur la base de connaissances partagées. Un second volet sur l'expérimentation territoriale. Donc là, l'idée, c'est de financer des projets d'alliances locales innovantes, avec dans l'idée de dire, voilà, c'est une expérimentation sur 2 ans, essayons de balayer le plus de types de projets possibles, d'abord géographiquement, donc en essayant de sélectionner des projets dans différents territoires, et puis aussi de différents types, que ce soit urbains, ruraux. Et puis ensuite également essayer de balayer les différentes modalités d'ingénierie de catalyse territoriale, que ce soit les tiers-lieux, que ce soit la mise en dialogue des acteurs. Voilà, donc essayer de balayer le plus large possible pour donner des retours sur ces expérimentations. Donc aujourd'hui, on a déjà une 30aine de projets identifiés. Le PTCE, les Mureaux, qui a déjà été cité, étant le premier d'entre eux, rendons à César ce qui lui appartient. Donc voilà, ça c'est le deuxième volet sur l'expérimentation territoriale. Et puis un troisième volet qui est destiné à investir dans des dynamiques collectives à vocation à ampleur nationale. Donc là, on en est encore aux prémices, et donc ça sera une partie de ce qui nous restera à faire d'ici la fin de l'expérimentation en 2022. Monsieur le préfet, je me retourne vers vous parce que l'année dernière, le directeur général de l'ANCT, Yves Le Breton, était venu présenter la stratégie de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires et la stratégie de l'État d'être au plus près finalement de ces dynamiques de territoire. La ministre Jacqueline Gourault nous avait fait l'honneur de nous inciter à renforcer cette logique. Et donc, il était important pour nous de pouvoir vous dire que, effectivement, depuis un an, et notamment dans le cadre des contrats de relance et transition écologique et de ces élaborations de projets de territoire, eh bien, les catalyseurs territoriaux ont été à côté des actions qui ont été mises en place, à côté notamment de l'ANCT. Et je voudrais juste souligner que, effectivement, il n'y aurait pas eu la plateforme L'innovation territoriale en action sans votre prédécesseur, le CGET, puisque c'est en partenariat avec le CGET, la Banque des territoires et le groupe La Poste que ça a pu être mis en place. Et l'importance, je crois, et Bruno Con vient de le redire, finalement de se mobiliser collectivement pour donner finalement cette ingénierie territoriale, pour co-construire cette ingénierie territoriale au service de l'ensemble des territoires. Et là, je me tourne vers vous, Jean-Paul Delevoye, puisque la date du 12 juillet 2021 n'a pas été choisie complètement par hasard pour cette 7e rencontre des pionniers des alliances en territoire, puisqu'il y a jour pour jour et presque heure pour heure, à 20 minutes près, nous étions au cabinet du président de la République pour présenter les différentes propositions qui pouvaient contribuer à ce développement des alliances en territoire. Il y avait la plateforme L'innovation territoriale en action, que je viens juste de mentionner. Il y avait la proposition de loi que la députée Cathy Racombouzon a évoquée très largement ce matin et dont Stéphane Rosès a redit combien ce cadre juridique sera déterminant aux yeux même de nos dirigeants. Et puis, troisième initiative qui était dans les propositions, c'était d'avoir un nouvel espace de dialogue entre acteurs publics et privés, nationaux et territoriaux, à travers l'émergence d'une fondation des territoires qui a été ensuite impulsée par la ministre Jacqueline Gourault, excusez-moi, si je mélange les députés et les ministres, ça ne va pas aller, même si le gouvernement et le Parlement travaillent très très bien ensemble, bien évidemment, mais plus sérieusement, la fondation des territoires, depuis 3 ans, est en préfiguration pour justement se dire qu'est-ce que cet nouvel espace de dialogue, comment écouter les territoires, comment écouter les dynamiques qui sont à l'œuvre et finalement comment se mettre à leur service. Peut-être quelques mots sur cette fondation des territoires et puis élargir ensuite sur finalement ce jouet collectif en territoire tel que vous pouvez le constater. Merci Charles, merci à chacun des différents participants parce qu'effectivement je reviendrai sur l'importance qu'il convient d'accorder à la réflexion et à l'action qui est actuellement menée
par le gouvernement et par l'ensemble des acteurs sur la constitution des alliances. Effectivement, la Fondation a pour but d'abord de suivre, d'analyser les différentes expérimentations territoriales. Rien ne vaut qu'effectivement de montrer la richesse de la dynamique des territoires. Souvent, les faits n'apparaissent que lorsqu'ils sont médiatisés. Or, très souvent, les acteurs que l'on ne voit pas sont quelquefois les acteurs les plus importants. Et l'on voit qu'il y a énormément d'initiatives, ça ne fait que fourmiller. Et j'avais souvent développé cette conviction que la faiblesse des États sera compensée par la force des territoires. La seconde, c'est qu'il convient de regarder très clairement comment instruire et qualifier ces différentes expérimentations. Et que l'on voit bien qu'il ne peut pas, il faut que nous habituions à sortir de notre culture d'une vérité pour tous. Non, je crois que la dimension des enjeux imposera la dimension des réponses, et il y aura forcément des territoires adaptés aux enjeux. Le territoire du Covid a nécessité un enjeu et une table de jeu internationale, et un territoire de connexion entre les différents chercheurs. A contrario, dans un quartier, la violence qu'il pourrait y avoir entre différents îlots ne pourra se compenser que par une alliance de proximité. Donc l'on voit bien que cette notion de la pluralité des réponses mérite que l'on y regarde très attentivement. Puis enfin, il faut que nous réfléchissions à une nouvelle culture de la gouvernance. Et probablement pour la France, et plus particulièrement pour la France, c'est une nouvelle culture de la relation au pouvoir. J'ai souvent eu l'occasion de dire que la France a un aspect très particulier à l'échelon de la planète, c'est que les Français adorent jouir du pouvoir quand l'ensemble des autres pays adorent exercer le pouvoir. Ce n'est pas du tout la même chose. Et l'on voit bien qu'il y a une espèce d'euphorie, quelquefois, où l'ivresse du pouvoir l'emporte sur le pouvoir au service d'un projet. Et nous devons être attentifs à complètement renverser cette culture, de même que tout le parcours des élèves dans le parcours éducatif, c'est un parcours qui sanctionne des résultats sur un travail individuel. Tout l'enjeu du XXIe siècle, c'est un travail collectif qui sera basé sur des objectifs. Tous les débats que nous avons aujourd'hui qui sont de caractère politicien, c'est qu'on ne débat pas sur les objectifs, on débat sur les conséquences. Et évidemment, rien qu'avec cela, l'objectif, c'est une communauté de destin, les conséquences, c'est une communauté d'intérêts. La cause rassemble, les intérêts déchirent. Et l'on voit bien que j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui me parlait des Mureaux, la suspicion du pouvoir des élus locaux par rapport à toute émergence d'un tiers acteur qui n'est pas politique et qui cultive l'idée de dire qu'il n'a pas du tout vocation à être candidat aux élections, mais candidat à porter son projet, crée un doute en disant c'est impossible que quelqu'un qui porte une dynamique ne soit pas un jour intéressé par l'exercice et la jouissance du pouvoir. Or aujourd'hui, il peut y avoir, nous sommes dans un moment, et c'est là où peut-être, Charles Benoît, si vous m'accordez une minute, je dirais toute l'importance et les raisons pour lesquelles j'ai souhaité vous accompagner. Le monde est aujourd'hui divisé entre celles et ceux qui estimeront que pour conquérir le pouvoir, il faudra diviser, heurter, s'opposer. J'ai souvent évoqué cette phrase de 1930 de Bernanos. Attention, quand on arrive à rassembler les haines et les ressentiments, toute forme de dictature est possible. Et l'on voit bien ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, ce qui se voit au Pérou. On s'aperçoit que ce qui a fait la force et la création du citoyen, c'est-à-dire l'impôt et le vote, ce que la Constitution, la première constituante a donné, l'impôt est aujourd'hui de plus en plus contesté et le vote est de plus en plus renié. Et donc nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, comment reconstruire une citoyenneté, c'est-à-dire comment me sentir moi acteur et responsable de mon territoire, cela veut dire qu'effectivement, il faut que quelqu'un me propose de dire « j'ai confiance en toi, tu peux être acteur ». Et je crois que nous sommes dans un moment où la notion brutale est apparue de fragilité. Nous étions dans une insouciance collective où le progrès, l'argent, allait régler tous les problèmes, nous allons vivre centenaire, la maladie est écartée. Nous sommes en train d'apparaître avec une fragilité, fragilité de la planète, fragilité de mon emploi, fragilité de mon entreprise, fragilité de mon territoire, fragilité de ma santé. Cette notion de fragilité est une vertu qui aujourd'hui donne toute la force à votre Fondation des territoires. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut se battre que pour ceux que l'on a peur de perdre. Un amour, un emploi, une santé. Or, cette notion de fragilité doit être utilisée. Vous n'avez pas envie de voir votre territoire désertifié. Vous avez envie d'améliorer votre environnement. Eh bien moi, je vous fais confiance et vous pouvez apporter votre contribution en tant qu'acteur.
Et c'est la deuxième vertu qui, à mon avis, est importante dans les alliances, c'est qu'en demandant à chacun d'être acteur, vous faites quoi? Vous leur apportez un respect qu'ils n'ont plus. Beaucoup de nos concitoyens se sont aujourd'hui méprisés, ont une mésestime d'eux-mêmes, ne croient plus en eux-mêmes. Et quand ils ne croient plus en eux-mêmes, ils sont prêts à croire en tout et ils sont prêts à se constituer dans des identités d'opposition. C'est plus facile de se construire contre quelque chose que pour quelque chose. Et la vertu des alliances, certes, elles peuvent se constituer pour s'opposer contre. Il y a ceux qui s'allient contre le vaccin. Mais vous avez la vertu extrêmement positive de proposer une dynamique des territoires pour un projet d'intérêt général dans lequel le bien-être de chacun peut apporter la capacité positive d'être un acteur positif et de reconstruire une fierté en eux-mêmes. Et je pense qu'il faut que vous soyez attentifs à ce que ça nécessite, la clarté du projet, l'incarnation du projet, et de rappeler cette formidable phrase de Winston Churchill, à qui quelqu'un disait « Monsieur le Premier ministre, il faut vous rendre un hommage éternel. Vous avez rendu courage à un peuple britannique qui en manquait. » Et il a répondu « Non, je n'ai pas donné du courage au peuple britannique, j'ai donné un objectif à leur courage. » Et l'on voit bien qu'on a besoin aujourd'hui de savoir où l'on va, d'avoir une création du futur, du rêve. Nous sommes dans un monde où le futur a disparu, voire il apparaît négatif, où le passé, on le fait saigner, et on s'oppose sur les cicatrices du passé. Donc on surconsomme le présent, et dans la surconsommation du présent, je veux survivre. Et donc nous sommes dans un moment presque de survie. Le fait de pouvoir construire une alliance en disant un futur est possible, une illusion est possible, une utopie est possible, un rêve est possible. C'est ce qui fait la différence entre les gestionnaires qui règlent des problèmes et les managers qui font rêver. Alors, en vous entendant, un mot me vient en tête, c'est celui de la confiance. L'enjeu de l'ensemble de cette dynamique est un enjeu de confiance. Moi, je trouve ça très intéressant ce que disait Monsieur le Préfet tout à l'heure. D'abord, l'État, je reprends bien vos propos, Monsieur le Préfet, vous avez dit le Premier ministre et le Président de la République sont extrêmement soucieux sur des phénomènes d'archipélisation de notre société, de conflits interterritoriaux au travers soit d'identité ethnique, soit d'identité sociologique, soit d'identité territoriale. Et la cohésion du territoire devrait être au cœur de toutes nos préoccupations. Qu'est-ce qui fragmente et divise nos sociétés? Qu'est-ce qui les rassemble? Quel est le commun? Quel est l'intérêt général qui nous transcende? Et l'on s'aperçoit que le fait que l'État puisse apporter un contrat, si j'ai bien entendu votre nom, c'est-à-dire que l'État dit « Je crois que vous, les territoires, vous pouvez m'apporter un résultat, une efficacité qui fait que l'on pourrait concilier la verticalité du pouvoir qui ne se discute pas et l'horizontalité de la participation qui, elle, est de plus en plus revendiquée. » Et comment faire en sorte d'avoir ce juste dosage des choses? Et le fait que l'État tende la main en disant « Proposez-moi, je vous accompagnerai sur quelque chose de pluriannuel » est un acte de confiance majeur qui, venant de l'État, doit aussi avoir une résonance chez chaque citoyen en disant « Mais si l'État vous fait confiance, alors ça veut dire que vraiment, on a confiance dans votre projet, ayez confiance en vous-même. » Et il faut être attentif à cela parce qu'en réalité, dans la fondation du patrimoine, tout, en fin de compte, sera une question de dosage. Des territoires, pas du Des patrimoine. territoires, pardon. Tout sera une question de dosage. Et j'avais quelques formules à proposer d'ailleurs. Moi, j'avais été très frappé un jour en Afrique. Je me tourne vers Bruno, qui connaît l'Afrique mieux que moi. Et il y avait une magnifique statue qui d'ailleurs devait figurer au musée du Quai Branly et qui était un guerrier qui tenait un œuf. Et le sage me disait « Jean-Paul, est-ce que tu sais ce que ça représente ?» Non, ça représente le chef et le pouvoir. Si le chef exerce trop brutalement le pouvoir, il écrase l'œuf. Mais si le chef n'exerce pas suffisamment le pouvoir, l'œuf tombe par terre et il s'écrase. Et l'on s'aperçoit qu'en réalité, la difficulté sur laquelle nous devons travailler, et c'est là où, Frédéric, toutes vos expériences sont extrêmement riches, c'est comment trouver un juste équilibre entre une nécessaire verticalité et une solitude du pouvoir, et une collectivité qui élabore la décision et qui partage cette décision, et notamment dans l'exécution. Et l'on voit bien que dans la gouvernance, vous m'avez demandé de réfléchir un peu à la gouvernance, Charles Benoît, nous avions travaillé, nous avons déjà fait plusieurs séminaires, et l'on voit bien qu'il faut qu'on concilie les contraires. Comment concilier verticalité et horizontalité? Comment concilier objectifs et conséquences? Comment concilier la culture de l'adhésion alors qu'aujourd'hui nous sommes dans une gestion de l'obéissance? Les élus veulent que les citoyens obéissent, c'est fini. Les citoyens n'obéiront plus, les parents
veulent que les enfants obéissent, ils n'obéiront plus. Il faut qu'on passe de l'obéissance à l'adhésion, c'est vrai aussi dans l'entreprise, c'est vrai aussi pour les citoyens. Comment on passe de la diversité, alors qu'on a le culte de la conformité, et comment on fait en sorte que l'inconfort de l'innovation l'emporte sur le confort de l'habitude et des structures. Et donc, comment arriver à faire en sorte que ces alliances soient un élément inconfortable, mais qui est nécessaire pour pouvoir imaginer. Vous savez, c'est Georges Bernard Shaw qui disait « L'homme raisonnable s'adapte au monde. L'homme déraisonnable change le monde. Le progrès n'est dû qu'à l'homme déraisonnable. » Et donc, comment faire en sorte de cultiver la contestation positive au travers de cela? Et je vois bien que, et je vais terminer là-dessus, la gouvernance doit être incarnée. C'est obligatoire. Il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de projet qui ne sont pas portés par quelqu'un qui l'incarne et qui permet de rassembler les différences autour d'eux. Et d'ailleurs, tous les territoires qui se sont développés ont eu de grands leaders, soit économiques, soit politiques. Il doit être partagé. Il doit être évolutif. Le vrai débat, c'est que forcément, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus vrai demain. Et l'accélération des innovations fait que ce qui est vrai aujourd'hui est contesté. Qui imaginait un seul instant que nous allions réhabiliter Keynes et que toute nos théories économiques sur la croissance allaient être basées sur des taux d'intérêt à zéro, avec un recul de l'inflation? Personne. C'est la contestation même. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les réflexions des politiques publiques fait que très souvent, on a créé des politiques publiques, pardonnez-moi, je suis un peu provocateur, pour soulager nos consciences et pas pour régler les problèmes. Et quelquefois, les structures cherchent à régler les problèmes et quelquefois cherchent aussi à être la survie même du maintien de leur structure à partir des problèmes. Et donc, l'on voit bien que le vrai débat, c'est comment on accompagne des personnes, parce qu'aujourd'hui, la notion de parcours va l'emporter sur la notion de gestion. On gère l'écolier dans son temps d'école, on gère l'employé dans son temps de travail. Or, aujourd'hui, il va falloir le gérer dans son temps de vie personnelle, dans sa vie d'habitat, dans sa vie de mobilité, etc. Donc, comment on accompagne quelqu'un? L'accompagnement holistique d'un individu, c'est le contraire même de toute politique publique qui est souvent sectorielle, ciseaux, etc. L'État ne pourra accepter cette adaptation que sous forme expérimentale et accompagnée avec des acteurs locaux de proximité dans lesquels il y aura des alliances. Sinon, si vous remontez sur une solution qui doit être immédiatement généralisée, ce n'est pas vous, monsieur le préfet, que je vais dire, que la remontée centrale d'une solution créera immédiatement une centralité de l'opposition. Et donc, on aura un blocage. Il faudra qu'elle soit adaptable. C'est-à-dire que comment faire en sorte que la situation de l'habitat à Mayotte soit très différente de la situation de l'habitat à Marseille? Compliqué, parce qu'en même temps, nous sommes tous responsables. C'est qu'on demande au préfet souvent, on dit un préfet est intelligent quand il adapte la loi. Mais en même temps, si jamais il fait une faute, s'il dépasse de l'argent public en prenant un risque et que l'argent public a disparu, parce que c'est la notion même du risque, on le traquera au tribunal médiatique. Donc la notion de prise de risque dans une nouvelle gouvernance, il va falloir aussi qu'on gère comment demander à un fonctionnaire de risquer sa carrière en lui demandant de prendre un risque que généralement les politiques n'assumeront pas si jamais ça se passe mal. Donc on a aussi un vrai débat sur ce sujet du partage de risques. Autour d'un projet qui crée une dynamique. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui parlait de dynamique. La force de vos alliances, c'est la création d'une dynamique. Alors Saint-Exupéry disait, il n'y a pas de solution au problème, il n'y a que des dynamiques à mettre en œuvre et les solutions suivent. Or aujourd'hui, nous sommes dans une dimension statique. On est comme le boxeur qui est dans son coin, en prend plein la tête parce qu'il n'ose pas être dynamique. Or, les alliances, c'est forcément la dimension vertueuse de créer des dynamiques, positives ou négatives, mais ça crée une dynamique, ça crée un mouvement. Une dynamique purifiée par des débats contradictoires. Il faut que nous acceptions cette purification de la contestation positive. Or, très souvent, quand on est une élite, c'est-à-dire au-dessus, là aussi la culture. L'élite n'est pas au-dessus, elle est plus responsable. Ce n'est pas la même chose. Et le fait de pouvoir avoir une vérité fait qu'il faut que nous acceptions que l'autre a peut-être une autre vérité. Et l'on voit bien qu'en France, on ne sait plus avoir un débat, parce que le débat, c'est un combat qui consiste à terrasser celui qui ne pense pas comme vous. Or, très clairement, nous ne sommes plus dans le blanc et dans le noir, nous sommes dans le gris. Et donc je trouve que l'Alliance, c'est un lieu extraordinaire de l'émergence des différences pour pouvoir s'enrichir des différences. Nourri par une conviction. Nous sommes dans un moment extrêmement compliqué pour toutes celles et ceux qui ont des engagements, parce que nous sommes embarqués par le torrent des émotions quand il faut structurer sur des convictions. On bâtit sur du sable émotionnel, on doit construire sur du béton de conviction. C'est très compliqué parce que ça nécessite du temps, ça nécessite de la pédagogie des enjeux, ça nécessite de la pédagogie que vous évoquiez, Frédéric, tout à l'heure. Et puis, il faut que ce soit soutenu par des émotions communes, parce que le moteur émotionnel
sera jamais absent de tout cela. Et puis, on voit bien qu'il y a un problème de temporalité. Votre force, c'est que vous échappez à la temporalité du calendrier électoral, du temps de retour d'investissement actionnaire, et que la notion du temps long et du court terme, conciliation des comptes, est absolument nécessaire. Comment faire en sorte de vous protéger d'une temporalité? Très souvent, des projets sont projets aux élus, et les acteurs économiques disent « mais on est un peu malheureux » parce que la première réaction des élus, c'est de dire « bon, votre projet, il est magnifique. Qu'est-ce qui sera réalisé avant que je sois en élection pour mon prochain mandat ?» Ben rien, parce qu'il faut créer des fondations, il faut trucs. Ah ben dans ce cas-là, il ne m'intéresse pas. Donc vous voyez qu'on a là des sujets de temporalité sur lesquels nous devrions travailler. Et donc moi je crois que la gouvernance sera plurielle, instable, hybride. Nous devons redécouvrir la richesse de l'hybridation alors qu'on est dans la richesse de la monétisation et de la conformité. Et elle devra être flexible. Et donc je trouve que dans les échanges que nous avons, il y a des échanges fabuleux. Grâce à vous, Frédéric, on voit bien la richesse de toutes ces expériences territoriales dont on va pouvoir tirer le sucre. Et en même temps, quand je vois des entreprises comme Total et l'État se bercer sur les bonnes fées qui se bercent sur le berceau des initiatives territoriales, je crois que c'est une opportunité à saisir. Il ne manque pas, il peut y avoir des territoires sans projet, mais il n'y a pas de projet sans mobilisation et sans ingénierie. Et donc il faut qu'on travaille sur l'intelligence. Et que très souvent, peut-être qu'avec vos fondations, on permettra dans les contrats de l'État, alors monsieur le préfet, j'ai peut-être une question à vous poser, c'est que très souvent l'État investit sur du fonctionnement, pas sur du fonctionnement, sur de l'investissement, alors qu'en réalité, ce qui serait important, c'est de pouvoir inclure dans les contributions contractuelles une participation sur la richesse de l'intelligence qui permettrait de concevoir. Et donc je pense qu'on ne peut pas donner des crédits pour habiller le bébé si on n'a pas une réflexion sur le financement, sur le père et sur la mère. Pardonnez-moi l'expression un peu. Et donc je pense qu'investir dans l'intelligence de l'ingénierie conceptuelle de projet, c'est quelque chose qui permettra probablement l'égalité d'intelligence sur les territoires et probablement un sujet de réduction des inégalités territoriales. Merci, cher président. Alors, j'ai envie de terminer cette table ronde par un tour de table qui va nous projeter un peu dans l'avenir. Le 1er octobre prochain, nous aurons la 4e journée de reconnaissance de la co-construction du bien commun, dont le thème sera « Bonne nouvelle des territoires » et qui montrera comment concrètement, finalement, toutes ces dynamiques s'incarnent. Et vous nous avez parlé de rêves. Eh bien, j'aimerais bien que chacun d'entre vous, l'un après l'autre, nous dise quel est le mot, quelle est l'idée qui fait en sorte qu'aujourd'hui il a confiance et qui croit sincèrement que cette question des alliances d'intérêt général qu'incarnent les catalyseurs territoriaux, eh bien finalement est une réalité et surtout sera encore plus vrai demain parce qu'effectivement nous serons capables de jouer collectif. Et donc le rêve pour chacun d'entre vous, s'il devait se traduire par un mot déjà à l'œuvre aujourd'hui, quel est-il? Alors, mesdames les présidentes, je vais commencer par vous. Et donc, chère Delphine, vous êtes la plus loin. Donc, c'est vous qui avez l'avantage de commencer. Quel est le mot que vous retiendriez pour incarner finalement ce jouet collectif des catalyseurs territoriaux, ce qui vous donne confiance dans l'avenir? C'est une question très difficile, surtout en un mot. Non, moi je pense, je ne pourrais pas qualifier ça en un mot. Je pense que c'est inévitable. On sent que nous sommes dans une situation d'impasse citoyenne avec cette défiance et on ne peut s'en sortir qu'en jouant collectif, qu'en étant ensemble et en s'écoutant. Et j'ai entendu les mots précieux de Jean-Paul Delevoye. Je partage complètement sa vision des choses et pour moi c'est inéluctable et c'est inévitable. Merci. Je ne réponds pas à la question en un mot. C'est inévitable, inéluctable. Et d'ailleurs, vous êtes comme moi, c'est fromage et dessert, donc c'est 2 mots. Mais c'est très bien. J'ai retenu inévitable, inéluctable. On finira par vous, cher Frédéric Marquet, comme ça on terminera. Cher président. Moi, j'aurais 2 mots, passion-raison, une passion raisonnable. Pourquoi? Si vous vous souvenez du livre Le Prophète de Khalil Gibran, et on l'interroge en disant qu'est-ce que c'est que la vie? Et il dit la vie, c'est une embarcation. Si vous n'avez qu'un gouvernail, qui est la raison, vous restez au quai, vous ne bougez pas, mais vous ne coulez pas. Si vous n'avez que les vents dans les voiles, qui est la passion,
vous allez forcément décoller et vous allez vous heurter et vous fracasser sur les prochains rochers. Et donc, il faut un mélange de passion et de raison, le vent dans les voiles et le gouvernail qui vous permet de vous guider. La France est un pays passionné. C'est un des pays les plus politiques au monde que je connaisse. C'est un pays de passion que César déjà dénonçait. Or, utilisons cette révolte des Français, cette passion des Français pour la discussion, pour le débat politique. Contrairement à ce que l'on croit, j'ai jamais vu autant de débats politiques dans les familles, quelquefois compliqués. Sur le vaccin, sur Raoult, je ne vois que ça. Eh bien, que l'État qui arrive à nous transcender et sur les enjeux géopolitiques qui sont aujourd'hui au cœur du monde, faisons en sorte que l'État, en nous tendant la main, nous puissions cultiver cette passion du territoire et d'avoir une raison d'État. Merci. Cher Bruno. Je vais peut-être me placer dans le cadre de l'expérimentation qu'on est en train de conduire ensemble, où on apprend un petit peu à se connaître, à fonctionner ensemble. Donc il y a les deux mots j'en prends deux aussi, je prends l'option deux mots, bienveillance et exigence. Je crois qu'ils sont les deux drivers, pour utiliser un bon mot français, de notre relation. Je pense qu'ils sont utiles. Merci beaucoup. Monsieur le préfet. Alors, puisque M. Delvoye nous donnait l'exemple en choisissant deux mots, j'ai droit à deux mots, je dirais ensemble, sur le terrain, ensemble, puisque tout le monde est embarqué, hein, je l'ai dit pour mes contrats de relance et de transition écologique, tous les territoires de la République, métropole et outre-mer, sont embarqués dans cette aventure, et sur le terrain, parce que ce qui fait la force, la difficulté aussi au début, mais la force de cette démarche des contrats de relance et de transition écologique, en mettant tout le monde autour de la table, c'est que ça part du terrain, que ça doit partir du terrain, que ça doit partir des gens, que ça doit partir du territoire. Alors, c'est pas très facile. Il y a cet écueil de l'ingénierie qui a été souligné tout à l'heure et que l'Agence nationale de cohésion des territoires, grâce à ces budgets votés par le législateur, peut contribuer à résoudre au moins en partie. Et qu'il faut pouvoir compléter, d'ailleurs, avec la Banque des territoires, avec toutes sortes d'acteurs qui sont à nos côtés, mais voilà, ensemble et sur le terrain. Merci beaucoup. Frédéric Marquet. Moi, je ne retiendrai qu'un seul mot, c'est l'envie. Ça rejoint d'ailleurs la notion de passion, c'est l'envie d'agir, l'envie d'être ensemble, et ça fait référence à l'humain. Et quand on est sur le terrain, et d'ailleurs on le relaie pas assez en haut lieu, c'est que je vous assure que sur le terrain, quand on est catalyseur et qu'on voit tous ces acteurs ensemble qui font des choses, on voit qu'ils ont envie. Alors c'est vrai qu'il y a besoin de confiance, mais l'envie est là de toute façon, parce que l'humain, c'est le moteur aussi, un des moteurs de l'humain. Il ne peut qu'avoir envie. Merci. Voilà. Alors, je retiens en conclusion que finalement, pour avoir confiance dans notre lien commun qui nous unit tous, il suffit que la dynamique soit considérée comme inéluctable et inévitable, que la passion et la raison guident nos actes, que la bienveillance et l'exigence soient nos valeurs fondamentales, qu'ensemble nous puissions agir sur le terrain et que tout cela nous donne tous envie. Merci pour cette leçon de choses. En tous les cas, magnifique conclusion pour cette table ronde. Merci à vous tous pour ce magnifique témoignage.